Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast, le premier podcast bilan de ces finales. Comme à l'accoutumée, on va donc faire un podcast après chaque match des finales NBA. On le fait ici après la victoire des Suns contre les Bucks à domicile dans le match 1. Pour m'accompagner, il a veillé avec moi tard, c'est Adrien. Comment ça va, Adrien? Difficilement en termes de sommeil. Je vais pas cacher que ce matin c'était dur, mais ça va bien. Content de ce game 1. On a eu du beau basket, c'était bien. Est-ce que t'es rentré dans les finales? Parce que j'ai vu plein de tweets de ici, ce côté de l'Atlantique ou de l'autre, qui expliquaient c'est un peu dur de se hyper pour ces finales. Même nous, on va être honnête, le sentiment était un peu bizarre. Est-ce que quand ça a commencé, t'as réussi à te mettre dedans? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'avant j'étais avec tout le monde. J'avoue que la fin des finales de conférence, je commençais à avoir une baisse un peu de hype, de motivation sur les matchs pour différentes raisons. Tout le monde les connaît, notamment les blessures au fur et à mesure. Et là, quand le match est rentré, il y a eu cette espèce d'adrénaline de finale. Ça a vite bien joué au début. L'avantage aussi, c'est d'avoir Giannis en pleine forme sur les premières possessions, qui a rassuré un peu tout le monde. Et du coup, on s'est dit bon, ok, il y a série, on va jouer. Et du coup, ça m'a requinqué. Eh ben parfait. Eh ben on va profiter de ce Adrien requinqué pour discuter du match 1. Donc comme d'habitude, ce genre d'émission pour ceux qui les découvrent sont un peu moins structurés. On est plus dans de la réaction de match et aussi de la prévision de ce qui va se passer dans le match 2. Le match 2 arrive très vite, donc d'où l'intérêt de sortir cette émission juste après le match. On vous invite à nous suivre sur YouTube, mais aussi sur les plateformes où vous écoutez notre podcast. Allez, c'est les finales NBA. Pour ceux qui n'ont pas encore fait, 5 étoiles sur Apple Podcasts. Ça nous aide toujours. Suivez-nous sur Twitter également. On marque une légère petite pause. Adrien, maintenant, je me fais des kiffs. Je remets des morceaux quand je fais le montage. Bien raison. Et puis, on se retrouve dans quelques secondes pour discuter donc de cette victoire des Suns. Les Suns ont donc remporté ce premier match des finales NBA 118-105. Ils ont dominé, on va dire, le 3/4, voire les 2/3 du match, disons, à partir de la moitié du deuxième quart-temps. Adrien, question extrêmement générale pour commencer. Le match 1, on va éviter de pas trop tirer de conclusions hâtives, de dire que la série est terminée, etc., qui vont se faire sweeper. Bref, ce qu'on a pu faire dans le passé. Qu'est-ce que tu dois retenir? Un enseignement que tu tires de ce match-là. Moi, l'enseignement qui me saute aux yeux à la sortie de ce match, c'est les limites de l'effectif des Bucks en termes de personnel et de nombre de joueurs qui peuvent contribuer positivement sur cette finale. On a vu sans parler des blessures, mais juste sur les joueurs qui ont vu le terrain hier, le banc des Bucks, il n'y a pas de Connaughton qui a joué pratiquement une demi-heure, donc lui, à la limite, on peut l'intégrer. Après, Bryn Forbes, Bobby Portis et Jeff Teague, et notamment Jeff Teague, qui a joué même pas 10 minutes, mais ont montré de claires limites. Et donc du côté des Bucks, les options, tu vis et tu meurs avec ton 5 majeur. Est-ce qu'il est capable de produire? Et tu as peut-être pas ce facteur X qu'on aime avoir en NBA dans tes cartes cachées sur le banc. C'est la première conclusion que je tirais sur les Bucks par rapport, par exemple, aux Suns justement en face. C'est ça la comparaison. On en parlait un peu en off, c'est pour ça que je t'ai lancé là-dessus. Il y a combien de joueurs dans l'effectif des Bucks qui te rassurent vraiment quand ils rentrent sur le terrain? Peut-être indépendamment du match-up. Moi, je t'ai dit honnêtement, il y en a 4,5, 5, je pense. Oui, parce que il y a la petite réserve sur PJ Tucker et voilà, on peut donner un peu de crédit sur certains points. Ce que je te disais aussi hors antenne, et je pense que c'est intéressant, c'est qu'il y a des joueurs, les Bobby Portis et les Bryn Forbes et même pas de Connaughton sont des joueurs qui, je pense, peuvent contribuer dans l'absolu positivement sur un match de finale NBA, mais dans la construction d'effectifs et notamment de la défense des Bucks, c'est très compliqué de faire le passage et on l'a bien vu hier avec Bobby Portis qui est ton dernier rempart en tant que rim protector, ce qui n'est pas sa qualité première. Et puis le différentiel par rapport à quand c'est Brook ou c'est Giannis est assez important. Donc ça offre des limites par rapport à comment tu joues techniquement. Donc oui, 4,5, 5. Après, je vais quand même mettre 5. Moi, je laisse Tucker comme un joueur. Si c'est ton 5e joueur, Tucker, c'est bon. Je pense que ça va si c'est ton 5e joueur et que ton attaque rassure. Alors moi, c'est un de mes on va dire que j'en ai un enseignement et demi. Mon enseignement, moi, c'est direct. DiVincenzo, là, il paye vraiment son absence. Alors, il avait fait 2 matchs et demi de playoff, pas très bons pour débuter dans la série contre Miami. Bon, ils ont sweepé le Heat, donc je sais pas si on peut vraiment tirer des conclusions de ce début de playoff pour lui, mais quand on en parlera, quand tu sors ce 5 Giannis Small Ball avec un DiVincenzo,
t'aurais eu des possibilités défensives là, t'es toujours obligé de mettre un joueur qui va être ciblé, que ça soit Forbes ou Connaughton, comme tu dis, qui a beaucoup joué. Et puis, moi, je trouve quand même que c'est lié, hein. Mon deuxième grand enseignement, et l'attaque des Bucks, ça m'inspire pas du tout. Le différentiel est assez choquant, je pense. C'est le différentiel qui fait très mal là où tu vois que euh, les Suns arrivent à rentrer et avoir des shoots où ils veulent, les Booker à mi-distance, les Chris Paul à mi-distance, du Cam Johnson dans des corners, du Jay Crowder dans les corners, même s'il n'en a pas mis du DeAndre Ayton sur des lobes. Les Bucks, c'est poussif pour remettre des shoots. Ouais, c'est une opposition de style totale. On a une équipe qui joue sur un collectif et qui se crée, comme tu dis, les shoots de confort pour les joueurs leur effectif, là où les Bucks sont une équipe plus de 1 contre 1 avec, Giannis, on connaît Giannis, mais même les Chris Middleton ou les Jrue Holiday, quand ils créent des shoots pour eux, c'est notamment Chris Middleton pour shooter au-dessus de son défenseur en visant son mismatch, etc. Mais c'est pas des points créés par un mouvement de balle ou par un autre joueur. Et justement, c'est un peut-être bémol de ce retour de Giannis, donc qu'on a vu globalement en forme, quand même globalement rassurant, comme on le disait dans l'intro, mais qui a quand même relativement, pour qui est Giannis Antetokounmpo, joué très peu de possessions et finalement du coup qui a peu pu créer pour les autres, et on s'est retrouvé dans l'obligation de voir Chris Middleton qui a eu du mal en début de match. Ça a été mieux notamment pendant leur run où ils remontent de -20 à -9 dans le troisième quart-temps. Chris Middleton qui était obligé de créer des shoots uniquement pour lui-même, et du coup les shoots que prenaient les Bucks étaient plus compliqués dans l'absolu que, comme tu le disais, ceux des Suns qui étaient totalement dans leur zone de confort. Les deux Paul et Booker à snake les pick and roll pour prendre leur mi-distance, et les autres Ayton pour finir les rolls, Bridges dans les corners, Cam Johnson pareil, Jay Crowder qui les a pas mis mais qui les avait quand même, etc. Du coup, est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu penses que c'est vraiment l'attaque le vrai problème des Bucks? On parlera de leur défense après. Moi, je maintiens que c'est l'attaque leur vrai problème. Il y a beaucoup de débats sur la façon dont ils doivent défendre ces Suns. On va en parler. Ils ont quand même proposé plusieurs choses dans ce match-là. Ils ont essayé du switch, ils ont essayé du drop, ils ont tout essayé. Et oui, sauf qu'il y a un moment, quand t'as Chris Paul avec un DeAndre Ayton, qui en plus Chris Paul dispose de shooters dans les corners, et en plus il y a Devin Booker au cas où, avec le personnel actuel des Bucks, il n'y a pas trop de solutions en fait, surtout qu'il y aura toujours ce joueur, je l'ai dit. Alors quand il y a Brook Lopez ou Bobby Portis, le problème c'est qu'il y aura toujours, du coup j'ouvre la page défense, du coup il y aura toujours un joueur que peut faire valser un Booker ou un Chris Paul sur le pick and roll. Et quand du côté des Bucks, on décide de jouer small ball. Alors là, on l'a vu sur quelques séquences plus petits. Même quand Lopez était encore là, le lob pour Ayton, c'est de l'argent au coffre, comme on dit. Donc moi, je trouve qu'en fait, ils doivent plus se concentrer à produire de l'attaque, parce que dans leur schéma défensif actuel, avec un Giannis un peu moins en capacité de mettre en place les déplacements latéraux parce qu'il est un peu diminué, ils les réduiront pas à 100 points, ces Suns-là. Ouais, c'est compliqué. Je suis d'accord avec toi. L'attaque des Suns identifie très bien les failles dans les défenses, même sur des possessions très rapides. Ils attendent pas forcément le pick and roll. Il y a eu des mismatchs, comme tu disais, quand ça jouait petit côté Bucks, où DeAndre Ayton avait la position. La balle arrivait très très vite dans ses mains. Même si, quand même, pour reparler un petit peu défense, la parenthèse a été ouverte. Les Bucks, comme la série précédente face à Atlanta, comme tu dis, ils ont essayé plusieurs choses, mais je pense qu'ils étaient un peu indécis. On ressemblait à on essaye ça ne fonctionne pas, allez, on essaye ça, donc le drop ou le switch principalement. Mais c'est plus subtil que ça. Ils ont montré une capacité quand même d'adaptation assez intéressante, notamment donc face à Trae Young sur la série précédente. Donc je pense qu'au fur et à mesure, ils vont arriver avec une défense mieux dosée, un plan de jeu défensif mieux dosé. Alors, de là à arrêter les Suns, je suis d'accord avec toi. Je pense pas que c'est là que tu feras la différence, mais peut-être que déjà ça peut un peu aider de sortir au moins les Suns de prendre que des shoots de confort. Après, pour l'attaque, je te rejoins. Effectivement, c'est là où il va falloir trouver des points, parce que, comme on le disait, donc il te faut un Giannis à fond pour déjà en planter une trentaine, ce serait bien. Si Middleton fait comme hier et qu'il t'en plante 30 aussi, c'est bien, parce que ça t'en fait 60. Mais après, derrière, soit tu dépends d'un barrage de Brook Lopez qui n'a pas joué du quatrième quart pratiquement, parce que justement défensivement il devenait un problème. Donc si tu dois compter sur des points d'un gars qui ne joue pas parce qu'il ne peut pas défendre, c'est déjà compliqué. Et puis derrière, voilà, on le rappelait, c'est toi qui me le disais en off, Jrue Holiday n'est pas un scoreur, même s'il est capable de mettre des shoots, c'est pas la question. Et puis derrière, tu as des joueurs de fin de chaîne ou qui ont du mal à contribuer, comme on vient de le dire jusque-là.
Donc va falloir trouver des solutions et retrouver très vite, on l'espère en tout cas, un Giannis au top de sa forme. C'est ça. Jrue Holiday, c'est la stat que je te donnais en off. Son meilleur match au scoring quand on retire la série contre Atlanta. Alors vous allez me dire oui, bah c'est quand même un sacré morceau. Oui, mais enfin on sait que du coup le backcourt d'Atlanta n'est pas le plus fort en attaque. C'est 21 points contre les Nets dans un match où il fait 1 sur 10 à 3 points. Donc espérer de Jrue Holiday une production offensive telle qu'on a pu le voir sur la fin de série contre les Hawks, pour moi c'est un peu illusoire. On va pas avoir ce genre de production, et c'est vrai que on se demande, en fait, quand tu retires, déjà que l'équation elle est compliquée, quand tu retires Brook Lopez, tu te dis comment on va y arriver, comment on va marquer ces points-là. Je pense qu'un élément déterminant, on l'a pas encore dit, mais Dario Saric va manquer le reste de la série. Voilà, il s'est fait les ligaments croisés. Décidément, ces playoffs-là, c'est vraiment la Bérésina. Il faut exploiter ces minutes où t'as pas de Ayton, parce que Kaminsky, je pense pas que ça soit une bonne solution. Vraiment, ils rentrent, ils se prennent un 7-0. Ouais. Enfin, Monty Williams l'a vite vu aussi, a pensé la même chose que toi. Au bout de 3 minutes, on l'a plus revu. Javon Carter, c'est un rookie, il a joué 22 minutes sur les playoffs, je pense pas que ça soit une solution. Donc visiblement, on l'a déjà vu dans ce match-là, la solution, Monty Williams va opter pour un small ball. Là où tu te dis, Brook Lopez va devoir jouer, et Brook Lopez ou Giannis, voir si tu tentes l'aventure, pourquoi pas un Giannis avec soit Portis, soit Lopez. Enfin, vraiment que tu joues très très grand sur ces séquences-là. Oui, bah déjà hier sur les passages de Torrey Craig est le joueur avec alors une stat à prendre avec des pincettes, mais qui est quand même le plus-minus le plus faible des Suns, il a -10. Donc effectivement, on a vite senti que l'absence de Dario Saric pouvait être problématique. Donc là, on a eu la confirmation que ce sera le cas pour la série. Donc effectivement, du côté des Bucks, il va falloir faire attention à ces minutes et bien les cibler. Et puis l'effet boule de neige de ce genre de blessure, c'est que du coup, ça va rajouter des minutes, ça va donner envie à Monty Williams de jouer encore plus de DeAndre Ayton, qui était jusque-là plus ou moins en mission de Giannis. C'était Giannis se repose, on va reposer Ayton, et il va re-rentrer à chaque fois pour le stopper. Si tu dois jouer encore plus avec Ayton, heureusement c'est un jeune joueur, hein, évidemment, mais ça peut peser sur la longueur d'une série, et c'est ce qui a fait aussi la force des Bucks finalement sur les séries précédentes. On les a vus sur la longueur. Alors ça se joue parfois pas grand-chose, hein, une pointure de chaussure près, mais sur la longueur qui ont réussi à épuiser les équipes adverses. Et je pense qu'ils peuvent encore le faire, ça passe. Donc on le disait, donc c'est solution offensive, mais aussi défensivement, parce que ils sont longs, ils sont toujours là sur les lignes de passe. Et voilà, moi je tiens à saluer la performance de Chris Paul de perdre que 2 ballons hier, parce que vraiment, ces Bucks c'est quand même une forêt de bras. C'est vrai, les fans des Suns vont trouver qu'on parle beaucoup des Bucks. Tu les as trouvés comment ces Suns alors? Parce qu'on parle beaucoup des Bucks là depuis le début. Les Suns, première finale NBA pour la plupart, pour tous les joueurs sur le terrain, sauf Jay Crowder, qui a été le moins bon joueur pour les Suns. Paradoxe. Moi, je trouve, en fait, ça montre l'évolution de cette équipe. Moi, les Suns, il y a un match qui m'a beaucoup marqué de cette équipe, je m'en rappelle. Tout début de saison, c'est sur ESPN, c'est contre les Pelicans, où c'est un match où Devin Booker, je crois qu'il met 2 points dans la première mi-temps. Et tu vois qu'on est au début de saison parce que l'adaptation encore et le partage des rôles entre Paul et Booker était mal identifié, je trouve, à cette période-là. Et je trouve que ça, c'est un peu la réussite de ces playoffs et de Monty Williams, c'est que Booker met 8 des 18 premiers points de l'équipe, mais tu vois qu'ensuite, au moment où, à des moments clés du match, à des moments où il faut mettre des points, etc., c'est Chris Paul qui prend le match en main, et ensuite qui fait une fin de match et surtout un milieu de match assez incroyable. Mais je trouve vraiment que tu parlais, je te grille ton argument, mais tu parlais, voilà, d'une équipe qui dégage de la sérénité, et je trouve que on l'a vu dans ce match 1. Ouais, je suis bien d'accord, il y a cette espèce d'aura. Moi, j'étais franchement impressionné par le match 1 des Suns, de manière collective, j'entends. J'ai trouvé très appliqué. Alors oui, donc Jay Crowder met pas un shoot, certes, mais dans l'animation, comme tu l'as dit, la distribution entre les moments où Booker devait aller scorer, puis pour insuffler en plus une espèce de confiance dans cette équipe, les moments où Paul était plus serein, même les role players, il y a eu 2-3 moments où la balle était un peu bloquée. On a vu des coupes de Cam Johnson pour aller servir de relais au high post pour balancer sur Ayton. Enfin, c'était fluide, c'était bien pensé, ça paraissait. Enfin, vraiment, on aurait dit une équipe de vétérans alors qu'elle est très jeune globalement. Et chapeau donc notamment à Chris Paul qui fait une masterclass sur ce game 1. Faut le dire, dans la gestion du tempo, de la distribution, de savoir s'effacer. Même à un moment, Cameron Payne rentre sur le terrain. Vas-y, fais ce que tu sais faire. Ce que tu sais faire de toute façon, c'est être là un faux follet et partir en vrille.
fais-le. Comme ça, moi, je me repose un peu. Ils ont bien géré leur énergie tout au long de la rencontre. On aurait pu se faire peur en plus, parce qu'il y a eu le moment on en parlait dans le troisième quart-temps où les Bucks reviennent de -20 à -9. Là, dans ces moments-là, en général, surtout sur des jeunes équipes, tu peux un peu claquer des fesses, passez-moi l'expression. Mais non, il y a une sérénité qui s'est dégagée tout le long et pour l'instant, voilà, ils ont l'air de pas trembler. On espère pour eux que la blessure de Saric va pas changer cette dynamique-là. Ouais, vis-à-vis de Chris Paul, c'est pour ça, tu vois, si on en revient à la défense des Bucks, c'est pour ça qu'il n'y a pas de solution en fait. Enfin, Chris Paul a un peu explosé tout ce qu'ils ont proposé, ces Bucks-là, et je trouve vraiment là où c'est très très fort du côté des Suns, c'est la production. Enfin, on a l'impression que cette équipe, elle a été construite pour jouer en finale NBA. Ce qui est incroyable pour une équipe qui jouait la loterie depuis plusieurs années, c'est que les role-players sont exactement, on l'a déjà dit, mais les role-players sont parfaitement adaptés pour jouer en finale NBA. Et puis moi, j'ai bien aimé aussi ce qui dégageait aussi l'impact. Au début du match, quand tu observes, je me suis fait une note sur ça. Il cherche Booker. Le début du match, tu vois clairement que ce qui avait été identifié dans la preview par Alan, Madiane et Tom, dans l'ordre alphabétique pour pas être jaloux, tu vois clairement que non, ils se disent. Tu l'as pas fait dans l'ordre alphabétique, mais bon, peu importe. Ah non. Ah non, quel fail, epic fail. Bref. Alors, il faut que je révise mon orthographe. Bref. Alors, mon ordre alphabétique surtout. Du coup, on se perd à cause de ça. Oui, il cherche Booker et le problème, c'est que moi, j'avais peur que ça soit une bonne solution pour les Bucks pour créer de l'attaque parce que j'étais un peu inquiet pour leur attaque. Et on voit que Booker il tombe pas. Enfin, en l'occurrence, il se bat. Et globalement, l'impact défensif, alors on parle beaucoup de l'attaque des Bucks qui est dysfonctionnelle, ou en tout cas qui produit pas assez, mais il rate beaucoup de tirs près du panier dans ce match-là. Pourquoi? Parce que il y a de la contestation. Alors, certes, ils en ratent quand même 20, je crois, pratiquement les Bucks. Ils sont en dessous de leur standard de saison régulière, il faut faire attention. Mais je trouve que c'est ça, il dégage une sérénité qui est impressionnante, qui est vraiment impressionnante. Après, il faut pas tout, je pense qu'il faut pas non plus idéaliser du côté des Suns. Ils ont un bon match de leur meneur, ils ont un bon match de leur arrière. Ayton fait un bon match, Cam Johnson fait un bon match, Michael Bridges ça va. Alors on me dira, j'ai beaucoup lu sur Twitter, et en plus Jake Crowder, oui mais tous tes joueurs peuvent pas faire un match, historique. On va se calmer quand même. Donc ils ont été solides, mais alors je pense pas, peut-être on va avancer dans ce podcast, mais faut se méfier quand même parce que la marge elle est pas si énorme que ça. Enfin, on n'est pas sur un Warriors Cavs quand LeBron est tout seul, quoi. Ouais, clairement, au final, alors l'écart est quand même assez important. Il y a 13 points donc à la fin, 118-105, ouais, c'est ça. Donc, il paraît important, mais après, voilà, tu n'as raté qu'un lancer franc aussi du côté des Suns. On l'a pas évoqué encore, mais tu rates qu'un lancer franc, c'est super efficace, c'est très bien. Mais c'est bien la preuve d'ailleurs que des fois, les fondamentaux du basket, c'est important. C'est des points pris supplémentaires. Mais effectivement, Ayton aussi très important parce que tu viens de le dire, pour l'aspect physique et sur l'efficacité offensive, il a été impressionnant pour répondre aux défis d'un Giannis qui lui rentrait dedans, les rebonds, se battre avec Brook Lopez qui est quand même physiquement bien présent, hein, qu'il faut bouger. Pour l'instant, il a fait un match pratiquement parfait DeAndre Ayton. Donc bon, ça tombe bien. Après, dans leur adresse, ils n'ont pas été non plus insolents, les Suns. C'est là où ils sont pas super bons depuis le début. Alors ça, c'est un truc, depuis le début des playoffs, ils sont pas... En fait, ces Suns-là, ce sont pas les Clippers. Oui. Non, mais Paul a été adroit hier. Paul a été très adroit hier, et tant mieux pour lui. Mais comme tu dis, globalement, c'est pas une équipe qui était très très adroit, mais tu peux te rassurer en disant, bon, il y a des variances d'un match à l'autre. Hier, Booker fait 1 sur 8 à 3 points. Peut-être qu'il y a un match où il fait 7 sur 8. Et puis là, du coup, tu te dis que ça compense autre chose. Donc effectivement, il faut pas s'enflammer. C'est sûr, la marge est pas très grande. On a vu un Giannis qui lui fait pas un grand match. Enfin, pour Giannis, hein, il pose 20-17, mais pour Giannis, c'est pas un grand match. Donc surtout il faut rester concentré. Il en met combien? Il doit en mettre à la mi-temps, il doit être à 10-12. Donc il en met. Il a pris peu de tirs, surtout en fin de match. On a senti, c'est là qu'on a senti quand même qu'il revenait de blessure. La fin de match a été gérée globalement. Après, il mettait dedans, il était chaud, mais par Middleton plus que par Giannis. Et ça manquait d'alternance peut-être aussi par rapport à ce qu'on a vu du côté des Suns. Ouais, totalement. À la fin de match, c'est beaucoup de Middleton, beaucoup de Holiday.
qui doivent créer des exploits, des shoots de Bryn Forbes un peu. Ouais, c'est là où on le dit, on le dit toujours, hein, mais les playoffs, on monte les marches. Et plus on monte les marches, on est à Koh-Lanta. Hein, voilà, voilà, il en restera qu'un. Et en l'occurrence, on voit que face à un backcourt, ça je l'ai déjà dit, mais ils ont joué qui en fait comme backcourt, c'est dans ces playoffs, les Bucks. Première série, on la compte même pas, c'est un sweep, ils écrasent le Heat. Ils jouent Kyrie un match et demi, bon, il se blesse. Ils jouent le fantôme de James Harden qui revient pour essayer de sauver la baraque. Ils jouent Trae Young où Trae Young leur fait très très mal et ensuite ils utilisent un peu sa taille contre lui. Mais ce duo derrière là leur posera toujours des problèmes et c'est justement le point faible des Bucks. Donc en termes de, on en a peu parlé ça, mais en termes de match-up un peu, le pire match-up possible, les Suns ressemblent quand même, ça ressemble quand même vachement à ce qui peut arriver de pire pour les Bucks, je trouve. Oui et non. Alors réponse très très Tom. Qu'on salue. Un scud gratuit. Excuse-moi Tom, c'est sorti comme ça. Non, oui et non, j'ai envie de dire pour le match-up, c'est-à-dire que en termes de ce que proposent offensivement les Suns, je suis d'accord. C'est-à-dire que Chris Paul Booker, c'est deux profils que Jrue Holiday et Chris Middleton n'ont pas eu à gérer dans ces playoffs jusque-là. Et en plus, même ils sont presque uniques dans la ligue. Il y en a pas beaucoup qui vont attaquer avec cette palette là à deux. Donc t'as pas de répétition, t'as pas de repère très important. Comme je le disais un peu plus tôt, je fais quand même confiance globalement aux Bucks pour s'adapter défensivement, arriver à trouver des solutions, en tout cas au moins pour limiter la production offensive. Et pour le coup, défensivement, Paul et Booker, c'est quand même pas non plus beaucoup plus impressionnant que ce qu'on a eu derrière. C'est pas des très mauvais défenseurs, mais bon, Booker c'est le moins bon défenseur sur le terrain quand il est dans cette équipe, et Chris Paul est un défenseur plus vicieux, malicieux qu'un grand défenseur, que ce soit sur l'homme ou autre. Donc pour Chris Middleton et Jrue Holiday, il y a quand même des ouvertures. C'est vrai que défensivement c'est un vrai casse-tête. Je pense qu'offensivement tu dois aussi quand même aller les faire bosser et empêcher les Suns d'un peu trop les cacher, même si les Suns sont effectivement, comme tu le disais, si on élargit un peu le spectre au-delà du backcourt, ont quand même tous ces role-players qui rentrent parfaitement dans le rôle. On en parlait offensivement, défensivement c'est la même chose. C'est Cam Johnson, Michael Bridges, Jake Crowder. Voilà, ces ailiers longs, vifs sur les appuis, c'est toujours, voilà, c'est le parfait complément. Qu'encore une fois, si on parle des match-ups précédents pour les Bucks, qui n'ont pas vraiment eu à affronter. Alors encore une fois, j'exclus la série contre le Heat, contre les Nets. On sait que les Nets défensivement c'était pas ça, et Kevin Durant devait un peu. Il jouait pivot, Kevin Durant. Ouais, voilà, il devait faire protecteur de raquettes, etc. Ensuite, il n'y avait pas DeAndre Hunter du côté des Hawks. Donc là, c'est la première fois aussi qu'ils jouent cette équipe avec plein d'ailiers. À noter aussi, on a beaucoup parlé des bras longs des Bucks, les Suns. Alors, les Bucks perdent 13 ballons, ce qui est en gros dans leur moyenne de la saison régulière, mais les Suns font beaucoup d'interceptions. Ils interceptent beaucoup de ballons, panier facile. Là où je trouve il y a un truc intéressant du côté des Bucks, c'est que c'est une équipe très bonne en transition. Donc on a poussé les transitions et sur le début de match, il y a un truc extrêmement intéressant que j'ai noté, c'est on a essayé parfois de jouer du Giannis, DeAndre Ayton sur Giannis. Et du coup, par ricochet, on avait du Jake Crowder parfois sur du Bobby Portis qui rentrait tôt dans le match. Et on voyait qu'en fait, le grand du côté des Bucks courait très vite et essayait de prendre la position sur un Jake Crowder. Alors ça n'a pas été sanctionné beaucoup, mais ça c'est une piste peut-être pour la suite, surtout sachant que Dario Saric ne sera pas là. Ça, c'est un truc qui peut leur permettre d'avoir des paniers faciles parce que, comme on le répète, ils n'arrivent pas à se créer assez de paniers faciles. Enfin, on nous dira, oui, mais Devin Booker qui shoot à 6 mètres sur un step back, oui, mais ça, c'est un shoot qu'il met tout le temps. Là où ils sont difficiles, les shoots des Bucks à l'heure actuelle. Ouais, je pense que tu pointes du doigt un point important. En fait, il faut que tu arrives à trouver la solution défensivement avec Brook Lopez sur le terrain. En tout cas, pour limiter la manière dont les Suns l'ont exploité, pour qu'ils puissent, de l'autre côté, tirer sur la tête de Jake Crowder. Ce qu'il a bien fait, d'ailleurs, en début de match, à un moment donné, quand Chris Middleton et Jrue Holiday sont en délicatesse avec leur shoot, et que Giannis commence à s'effacer un peu, c'est Brook Lopez qui les tient. Alors après, c'est aussi de sa présence qui prennent un peu la sauce défensivement un peu plus tard dans le match. Mais au début du match, Brook Lopez tient justement parce que, comme tu le dis, il est capable, lui, il tire au-dessus, en fait, des défenseurs qui lui sont proposés. Même des Ayton et bloqué sur Giannis. Donc peut-être que ça passe par là une adaptation défensive
pour justement empêcher que Brook Lopez soit négatif de ce côté-là, pour pouvoir du coup exploiter l'avantage malheureux de cette blessure de Saric du côté des Suns. Ouais, totalement. C'est quand on avait nos interminables débats small ball avec Tom qui disait toujours oui, mais le small ball, tu dois pas t'enlever tes joueurs importants, les plus précieux quand tu veux jouer small ball. Et là, en l'occurrence, un small ball, il vaut mieux garder Lopez quitte à subir que mettre Pat Connaughton, tu vois, parce que Pat Connaughton, c'est même pas un grand. Pat Connaughton serait vraiment un mec qui shoot à des très gros volumes, c'est bon, mais et surtout qu'il aimait beaucoup. Mais là, tu te retrouves dans un 5 où tu as PJ Tucker, Giannis et Pat Connaughton. Ils ont pas peur les Suns de ce 5-là offensivement. Enfin, ce 5-là vit et meurt avec de la production de Chris Middleton sur des shoots compliqués, comme on a dit. Donc c'est pour ça que je pense vraiment, je me répète, mais les minutes sans Ayton seront les plus importantes de la série à partir de maintenant. Maintenant qu'on a plus de Dario Saric. Ouais, c'est bien possible et ça me fait penser à autre chose. Quand tu as énoncé ce 5-là et on en revient sur les Bucks et leur stratégie offensive générale, qu'une équipe plus de 1 contre 1 que de décalage progressif de passes, c'est que dans cet effectif des Suns, les défenseurs dont on parle, ils sont longs, ils sont jeunes et ils sont vifs. Et du coup, quand tu as un mouvement de balle qui est assez lent du côté des Bucks, les mecs comme Bridges et comme Cam Johnson et même comme Jay Crowder sont capables de faire les déplacements et de compenser les petits décalages petit à petit. Donc si tu n'arrives pas justement physiquement à faire la différence pour obliger vraiment une aide forte, quoi, vraiment obliger une prise presque à 2, et ben à ce moment-là tu vas te retrouver en galère offensivement. Donc là c'est sûr qu'il va falloir que tu appuies là-dessus, que tu trouves le moyen de faire en sorte que Giannis puisse créer les décalages, ça passe aussi par sa santé, et que tu puisses jouer avec Brook et avec tes grands, quoi. Surtout, les Bucks font pas énormément de passes. Les Bucks sont l'équipe des playoffs qui font le moins de passes. Donc, les défenseurs ont pas à courir partout. Là où du côté des Suns, il y en a parfois. Alors, il y en a pas énormément, mais il y en a plus. Puis il y a des décalages qui vont être créés. C'est par séquence. Ouais. Puis je te rejoins parfaitement sur les jeunes défenseurs des Suns. Donc, on a commencé à faire pas mal de tours. Un élément qu'on n'a pas, vous voyez, il n'y a pas de structure là. Là, on est au café du coin. Les Bucks ne tirent pas un lancer franc dans le deuxième quart-temps. Les Suns sont une équipe qui défend extrêmement bien, qui fait peu de fautes. D'ailleurs, c'est valable pour les deux équipes. Ce qui du coup a amené certains fans des Bucks à dire les coups de sifflet. Je pense pas. Je pense juste que les Suns ont été plus malins pour les avoir en fait tout simplement. Et ils ont mieux provoqué, etc. Puis il y a quand même un paquet de coups de sifflet du côté des Suns où c'est du Chris Paul qui arrive à faire sauter un grand, du Booker qui fait sauter un grand. Ça. Désolé, vous avez pas Chris Paul et Devin Booker les gars. Il faut quand même trouver cette agressivité là parce que alors, on sait que Chris Middleton est un joueur qui shoot pas beaucoup de lancers francs, mais tu peux pas on parlait de panier facile, mécaniquement le lancer franc est un panier facile si tu as des bons shooters de lancer franc, et c'est un problème quand je sais pas 70% de tes lancers francs sont tirés par Giannis. Ouais, c'est ça. Mais ils font 9 sur 16 hier, c'est 7 sur 12 pour Giannis. Donc c'est pratiquement tout qui va. Et ça me fait penser aussi, on l'a pas évoqué avec la blessure de Saric, mais ça paraît évident. Si tu mets Ayton en foul trouble rapidement dans un match, tu crées un vrai problème, une vraie problématique du côté des Suns, parce que la solution Torrey Craig, elle va pas trop marcher. Tu vas être obligé de jouer avec Frank Kaminsky, et ça va changer pas mal de choses sur la dynamique. Donc effectivement, il faut que Chris Middleton et Jrue Holiday qui aime bien driver pourtant, mais souvent qui aime bien driver sur les joueurs plus petits pour leur shooter au-dessus, pas spécialement pour aller chercher la faute. Il va falloir s'inspirer un peu du vice, comme tu disais, d'un Chris Paul. Inspirez-vous du vice de ce gars-là pour aller prendre les fautes, parce que si tu arrives à mettre le front de court des Suns en foul trouble, alors là, tu peux te créer un vrai avantage sur lequel capitaliser, sur un match en tout cas. Ouais, totalement. C'est surtout. Alors, Ayton a fait encore une fois, Ayton fait de grands playoffs, et c'est plus le joueur qui sautait, qui chassait les fantômes, etc. Mais c'est vrai, c'est une solution qu'il faut aller chercher. Par quoi ça va passer? Est-ce que ça passe plus par du Brook Lopez poste bas? Je suis pas sûr, parce que Ayton a je trouve bien défendu ça. Par contre, à voir si ça amène pas Monty Williams à moins mettre Ayton sur Giannis, parce que tu sais que t'as un plus grand risque quand tu mets du Ayton sur du Giannis, parce que alors je suis désolé, on va me dire je suis pro Giannis, mais l'autre il l'enfonce alors qu'il a une jambe et demie, c'est quand même un grand délire. Et puis Ayton
Enfin, justement, c'est un dieu grec, justement, Ayton. Enfin, c'est le mec est bâti comme pas possible, il se fait voler. C'est toi qui me disais, Adrien, qu'à un moment, du coup, Monty Williams expliquait à Ayton comment tenir la position pour pas se faire exploser. Oui, c'est ça, de rester les bras en l'air, bien le torse en avant, essayer de résister bien sur les appuis. Oui, mais enfin bon, voilà, Giannis, même à 60%, c'est compliqué. Mais effectivement, il faut donner du crédit à Ayton. Je pense qu'il a beaucoup appris, lui, justement de l'expérience de ses playoffs et d'avoir joué un certain Nikola Jokic. Qui voilà est un malin, la version grande de Chris Paul si on veut, et du coup il a vraiment progressé là-dessus. Mais tu l'as dit, mais que il est possible qu'il décide, du coup Monty Williams décide de mettre Ayton ailleurs que sur Giannis. Alors si Giannis est toujours diminué, ça peut limiter la casse, mais si Giannis est à fond, là tu te crées un avantage. Donc quoi qu'il arrive, c'est là qu'il va falloir aller appuyer peut-être du côté des Bucks. Ah mais clairement, si on conserve du Giannis sur Ayton, blessure ou pas blessure, Giannis, il doit prendre les 5 premières possessions sur Ayton. Hein. Il y a pas de débat parce que dans les matchs de saison régulière entre Suns et Bucks, Giannis il met 90 points, je crois, en 2 matchs. Enfin, tu vois que si Ayton défend pas Giannis, ça devient un vrai problème parce que Mikal Bridges est pas assez, on l'a dit qu'il a fait bouger Ayton, donc forcément il est pas assez fort, Jay Crowder est trop petit, etc. Enfin bref. Donc, à noter, donc clairement, faudra voir ça du côté des Bucks. Côté Bucks aussi, est-ce qu'on parle comme d'habitude de Budenholzer ou pas, Adrien? Parce que j'ai l'impression qu'après chaque match 1, on le fait. Cette année, j'ai pas envie. Cette année, en fait, j'ai pas grand-chose à lui reprocher sur la rotation parce que c'est ce qu'on a dit tout au début. Elle est trop limitée. Elle est trop limitée, la rotation. Il a essayé. Alors peut-être certains diront qu'il a essayé trop longtemps. Il faut arrêter d'insister avec Jeff Teague. Ok, je peux entendre cette critique-là. Arrête d'essayer avec Jeff Teague, Mike, c'est bon. Mais à part ça, il est quand même obligé de faire attention. Hier, aux minutes de Giannis, on a senti quand même Giannis joue 35 minutes, là où en pleine forme, sans blessure, il aura probablement joué sa quarantaine facilement. Derrière, le reste des rotations me semble pas plus surprenante que ça. T'avais envie de lui reprocher quelque chose, toi? Pas vraiment. Alors en fait, j'ai mis dans mes notes qu'est-ce que fait Bobby Portis sur le terrain au bout de 5 minutes et j'ai compris l'idée. Je pense qu'il voulait jouer Brook Lopez contre le banc avec Saric en se disant Saric au poste ou Saric contre du Brook Lopez, je peux créer un avantage. Et Giannis en 5 aussi pour limiter les déplacements latéraux sur les interceptions, etc. Le mettre en rim protecteur avec. Je pense qu'il y a de ça aussi. Même si ça, on en a parlé, mais quand ils mettent en rim protecteur, ils sont malins, les Suns, ils le mettent dans un coin et ils attaquent loin de lui, en fait, ce qui il peut pas compenser. Après, par rapport à Ayton, je me faisais une réflexion. Alors, il les a pas joués très longtemps, les deux, mais Lopez, c'est le 3e meilleur pivot qui joue parce qu'il a dû jouer du Anthony Davis, il a joué du Jokic. C'est-à-dire qu'il a déjà expérimenté du All-Star, du All-NBA. il a expérimenté du All-NBA sur ses 2 premiers matchs. Mais clairement, pour moi, c'est la clé. Alors, je sais qu'on parlera dans ces prochains jours beaucoup. La défense cristallise beaucoup, mais vous l'aurez compris, on estime vraiment que la clé, c'est l'attaque et c'est peut-être faire sortir Ayton parce que même sur le pick and roll, à la seconde où Ayton est plus là, la menace du lob disparaît, même si Kaminsky est sur le terrain. Enfin, vous avez vu Kaminsky. La menace du lob, elle disparaît. Elle est plus forte sur Bridges que sur Kaminsky. Hein. C'est ça. Donc clairement, pour s'éliminer ce pick and roll, etc., il va falloir attaquer DeAndre Ayton. On a beaucoup parlé, Adrien, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter avant qu'on parle? Un léger facteur. Ouais, un léger facteur qui me vient comme ça là, en parlant. Alors après, c'est un peu bête parce que c'est deux équipes qui découvrent les finales, donc c'est un peu étrange de parler d'expérience, mais quand même, les Suns restent une équipe très jeune, hormis Chris Paul, mais qu'ils ont l'air de suivre. Et la dynamique est très bonne et tant mieux pour eux, mais hormis Chris Paul et Jay Crowder, on est quand même sur une équipe très très jeune. Je pense que les Bucks aussi doivent capitaliser là-dessus, rester sereins. T'as une équipe de vétérans, hein, la plupart sont des vétérans. Le plus jeune du 5 majeur, c'est Giannis, quoi. Donc reste serein. Ah, quoique, il a quel âge Chris Middleton? Parce qu'il est arrivé vieux, mais ça fait pas longtemps qu'il a. Il est plus vieux que Giannis. Ouais, il est plus vieux que Giannis. Mais voilà, enfin, tu restes sur une équipe, je pense, mentalement plus solide sur la durée. C'est comme ça que t'as fait tes autres séries, où tu t'es retrouvé derrière. Tu t'es toujours retrouvé derrière à un moment donné. Bon, sauf Miami. Mais donc reste serein et ça peut le faire. Et peut-être que ces Suns va pécher d'orgueil ou de jeunesse, etc. Et ça peut être un facteur qui va jouer, même si je pense pas qu'il soit déterminant outre mesure, puisqu'il y a quand même le général Chris Paul qui est toujours là.
Moi, je t'avoue que quand je vois ces jeunes équipes-là, je me dis toujours, j'ai l'impression, j'ai pas donné, hein, là, c'est de l'impression pure et dure. Oui, On bien veut sûr. on veut toujours leur mettre en avant, peut-être, voilà, l'événement va les rattraper, etc. Et je trouve, alors moi, de ma petite expérience, je trouve que l'événement les rattrape à un seul moment, c'est quand il faut tuer la série. C'est peut-être le seul moment où parfois pour certaines jeunes équipes ça les rattrape. Mais Quand il faut mettre le effectivement, 5e penalty, par exemple. Adrien, tu sais quoi, Désolé de faire ça too soon, peut-être, je sais pas. ah ouais, on n'a pas cicatrisé. Alors pas du tout, beaucoup trop tôt, beaucoup trop tôt. Effectivement, je suis choqué du coup. Euh, tu vois, c'est ça. Et puis je me suis aussi dit du côté des Suns. Alors certes, Chris Paul joue une partie de sa legacy, mais c'est des mecs qui goûtent à leur premier playoff et du coup il y a pas cette frustration qui s'est peut-être créée chez certains joueurs ou qui doit exister du côté de Giannis par exemple. Eux, Un sentiment d'urgence. c'est ça. Eux, ils se disent, alors, de un, on n'est pas aussi jeune qu'eux. De deux, c'est ce que j'avais dit dans mes innombrables messages audio après le podcast qu'avaient enregistré les autres. Euh, Sans manquer de respect aux Suns, c'est pas une équipe all-time que tu as en face. C'est une très très bonne équipe, les Suns. Mais tu n'as pas les Warriors, tu as pas même les Spurs, etc. Ça reste quand même à l'échelle de l'histoire de la NBA. Les deux équipes qu'on a là en finale de l'histoire récente restent dans la moins bonne moitié, sans leur manquer de respect. Donc il y a peut-être ce tu te dis du côté des Bucks, c'est maintenant. Là où les Suns se diront peut-être, ouais, bon, bah, allez, on a 23 ans, on a encore 10 ans en NBA, on peut retrouver une autre de finale. Même si c'est pas du tout le cas. Rappelez-vous du Thunder. Oui, oui. Et puis en plus, bon, c'est le cas pour certains, pour un Devin Booker peut-être qui pense retrouvera des joues de playoff. Il y en a d'autres pour qui on est quand même sur un moment où, bah, tu l'as dit, on est sur une année particulière. La fenêtre, on en revient à cette fameuse fenêtre de titre. Là, celle-là, elle est, on en a beaucoup parlé dans la bulle d'ailleurs, pour le cas Miami, pour le cas des Celtics aussi. Alan y revient de temps en temps. Là, cette fenêtre-là, elle est parfaite aussi pour les Suns. Ouais. Tu vas pas chaque année te retrouver rien que si on fait le compte l'année prochaine avec des Lakers reposés, avec les Warriors qui apparemment veulent faire all-in pour revenir avec l'armada autour de Steph Curry et de Klay Thompson, les Nets en pleine forme, voilà, rien que ces trois-là déjà, donc le retour des Clippers, etc. Bon, la concurrence va revenir si tout va bien, bien sûr. Donc la fenêtre, le sentiment d'urgence, il est des deux côtés, mais je te rejoins, c'est vrai il y a peut-être une frustration plus grande du côté des Bucks c'est presque maintenant ou jamais, là où du côté des Suns, hormis Chris Paul, la plupart peuvent se dire, et Jay Crowder, donc les plus jeunes peuvent se dire, bon, on a un noyau, à moyen terme, peut-être qu'on y reviendra, en progressant. Totalement. Voilà. Là, c'était la petite séquence. Il y a toujours des séquences first take, hein, quand on fait ces bilans-là. Mais je pense clairement que ça joue. Enfin, c'est assez, comment dire, pas choquant, mais c'est marquant de voir, il n'y a pas eu de round d'observation. Il y en a parfois, hein, dans des finales NBA. Là, t'as l'impression qu'on a joué au coup d'envoi. Enfin, dès le coup d'envoi, ça a commencé à jouer. Après, les rounds d'observation aussi, est-ce que c'est pas le fait de séries quand les équipes se connaissent déjà beaucoup? Là, c'est des équipes qui, dans leur, sont jouées que 2 fois. Oui, bien sûr, elles sont pas de la même conférence, mais dans leur composition actuelle. C'est-à-dire que avec Jrue Holiday, avec du Chris Paul, ils se sont pas joués 14 fois comme on a pu voir les Warriors contre les Cavs, comme on a pu voir le Heat contre les Spurs, etc. Bref. Vas-y Adrien, je vois que tu voulais dire quelque chose. J'avais juste relancé là-dessus. Oui, il y a une espèce de test mental quand ils sont arrivés. Il y avait l'impression on joue pied au plancher, Giannis à fond, Booker à fond, et on se jauge un peu là-dessus. Il y avait un espèce de combat. Encore une fois, c'est des choses où on s'est un peu éloigné des stats concrètes, plus pour parler d'un truc un peu moins palpable. Mais c'est quelque chose, effectivement, c'est un espèce de ressenti qu'il y a eu sur ce match 1 de on se teste en mettant un premier coup, mais on va voir encore. C'est que le premier round, quoi. Bah en cela. La première action appelée par les Bucks, elle est symbolique. Appelée un alley-oop où tu dois baptiser DeAndre Ayton, quand même, c'est sur un Giannis un Giannis blessé, avec des blessé, qui était full, quand même, 10% de chance de jouer à 12 heures avant le match. On voit ça. Alors Adrien, juste pour conclure, 2 choses, la tradition. Alors on a beaucoup parlé des ajustements. Je pense pas qu'on ait grand chose à rajouter pour la suite. Alors. Le MVP, la tradition que j'ai instaurée depuis l'année dernière, j'aime bien ça. Le MVP de la série, ça devait s'arrêter maintenant. Bon, là, il n'y a pas trop de débat. Puis, Chris Paul, ouais, je pense. Je t'avoue que
quand les trois compères, je vais plus me risquer à l'ordre alphabétique, ont enregistré le podcast, je me suis dit, un petit Devin Booker, et puis non, tu vois clairement que Chris Paul l'aura, je pense. On va espérer qu'il se passe rien si les Suns gagnent, bien évidemment. Du coup, ce match 2, comment tu le vois? Est-ce que on est d'accord que c'est déjà le must-win pour les Bucks? Ah, mais on dit ça à chaque fois, c'est ça qui est problématique. C'est toujours un must-win. Ça fait plusieurs fois qu'on s'est fait remonter des 0-2 avec les Clippers. Est-ce que tu penses vraiment pas? C'est vrai qu'on s'est fait avoir 14 fois depuis le début des playoffs, mais ça voudrait dire qu'ensuite, j'aime bien cette formule que Tom a souvent, ils vont devoir en gagner 5 des 4 prochains s'ils perdent le 2. Ouais, 4 des 5 prochains. Faut vraiment que je dorme. Hein. Je suis désolé. Ah bah c'est compliqué le sommeil pendant les finales. Non mais oui, et puis moi je suis un peu du genre vieux de la vieille comme ça, les vieilles superstitions, genre c'est l'équipe à domicile doit gagner, j'ai un peu ce truc là. Donc j'entends effectivement, c'est sûr, bah, t'as envie de le gagner, quoi qu'il arrive, de toute façon t'as tous envie de les gagner. Après il y a ce côté temporisation de Giannis. Alors oui, il a joué, il a plutôt bien joué, enfin en tout cas il était présent au début, mais quand même on l'a senti diminuer. Je sais pas si ton intérêt c'est de vraiment all-in comme enfin de là je pense à Anthony Davis en fait, à l'image d'Anthony Davis qui a joué du côté des Lakers et qui était en fait en rupture et qui du coup n'a pas pu aller jusqu'au bout. Je t'en es peut-être pas encore là. Tu dois jouer le temps. Je pense qu'à partir du match 3, il y aura vraiment urgence. Ils en ont parlé les trois compères justement à ce moment-là. Le problème c'est que t'es en finale NBA. Le problème c'est que s'il y a momentum du côté des Suns, attention voilà à ça. Donc oui, il faudrait gagner, mais je pense qu'on commencera vraiment à être dans l'urgence absolue à 0-2. Pour l'instant, pas encore absolu, même si c'est toujours embêtant. C'est vrai, ils se sont créés un caractère ces Bucks dans ces playoffs, je suis assez d'accord. Alors les Suns ont eu des trous d'air quand même. Alors pas dans le match, pas dans la série contre les Nuggets. Encore une fois, je trouve que chaque équipe a une série qu'il faut un peu écarter des calculs, mais ils ont eu des trous d'air. Je trouve que alors on mettra ça sur l'adresse des Clippers souvent, mais il y a eu des trous d'air contre les Clippers. Il y a un peu de suffisance. Ouais, vas-y, je t'en prie. Il y a eu un peu de suffisance de la part des Suns, c'est ça, c'est comme ça un peu qu'on l'a ressenti. Exactement. Alors contre les Lakers, c'est un trompe-l'œil parce que en fait, tu voyais bien que les Lakers, quand ils se rapprochaient des 100%, ils avaient la solution. Anthony Davis, LeBron James, forcément. Ils avaient la solution. Sympa ces solutions. Mais je me dis que cette suffisance-là des Suns, on l'a souvent observé à l'extérieur. Donc c'est pour ça que je me dis peut-être que le petit 2-0, tu pourrais le remonter. Après, si je devais faire un pronostic sur le match 2, parce qu'il faut se mouiller parfois. J'ai essayé d'éviter. Je donnerais peut-être les Suns quand même. Je pense que je donne peut-être les Suns. Je vais avoir du mal parce que moi j'ai pronostiqué 4-3 Suns. Donc si je donne déjà un 2-0, ils vont devoir en gagner. Ils vont devoir en gagner un paquet après quand même les Bucks. Après c'est pas comme si chez Dekemdo on était reconnus pour nos pronostics. C'est une catastrophe cette année. Avisés, j'ai envie de dire. Ouais, moi en fait là le gros doute que j'ai, c'est ce qu'on a dit, c'est cette blessure de Saric. Et c'est ce potentiel moment où t'as Ayton qui est soit en dessous, soit en fall trouble, soit quelque chose comme ça. Je me dis qu'il y a quand même une ouverture pour que les Bucks reviennent tout de suite dedans. Donc vas-y, moi je prends le risque du 1 partout. Très bien. Bah, au moins comme ça, on sera à moitié ridicule. Voilà, toi ou moi. Ça tombe bien. Voilà, très très bon choix. Alors, oui, ça va être serré, mais ouais, on en a beaucoup parlé, mais idéalement, Budenholzer, je pense qu'il signe si il a 15 minutes sans Ayton. Là, ça commence à... Ayton, en gros, a joué quoi? Il a dû jouer 38, donc il en aura 10. S'il y en a 15 sans Ayton, ça commence à devenir un vrai problème pour les Suns. Et ben, très bien, Adrien. Qu'est-ce que je t'avais dit avant qu'on commence? On se disait on va pas faire 15 minutes, on en est à 45. Sans structuration, avec juste des notes brutes. Très bien. Et bien du coup, merci de nous avoir écoutés à tout le monde. Nous, je vais faire du montage et on va dormir surtout. On va essayer de dormir. On va essayer de dormir, on en a besoin. N'hésitez pas à laisser du coup des commentaires sur YouTube, laisser les 5 étoiles sur Apple Podcast, etc. Puis on se retrouve très vite pour le bilan donc du match 2 de ces finales très plaisantes. Hein. Moi aussi, j'ai pas répondu à la question au début, mais moi aussi j'ai réussi à me mettre dedans. Et puis c'était un plaisir, Adrien. Je vais te laisser aller te coucher. Et puis à plus, salut. Salut.